Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours d'histoire première année en STAPS. Après avoir présenté le sport dans l'Antiquité grecque et le sport dans l'Antiquité romaine dans les chapitres précédents, nous allons maintenant nous intéresser à la pratique sportive du Moyen-Âge à la Renaissance. Voici le plan que nous allons suivre dans ce sixième grand chapitre, le sport du Moyen-Âge à la Renaissance. Dans un premier temps, nous définirons le Moyen-Âge et présenterons les dates clés. Dans un deuxième temps, nous parlerons de l'organisation féodale qui prend naissance au IXe siècle en Europe. Nous parlerons ensuite de la pratique physique sous le regard de l'Église. Dans un quatrième temps, nous présenterons la culture physique du Moyen-Âge à la Renaissance et nous terminerons cette partie du cours par les prémices du sport moderne. 6.1 Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période de l'histoire européenne qui s'étend sur plus de 1000 ans. Pour certains historiens, le Moyen-Âge commence en 476 à la fin du règne de Romulus Augustus, qui est la dernière personnalité à avoir été proclamé empereur romain d'Occident. Pour un règne qui aura duré à peine 10 mois, du 31 octobre 475 au 4 septembre 476, date de sa déposition. Ce coup d'État, qui a été mis en place par le patrice Odoacre, va marquer la fin de l'Empire romain. Pour d'autres historiens, le Moyen-Âge débuterait en 496, à la date du baptême de Clovis. En ce qui concerne la fin du Moyen-Âge, il est courant d'entendre dire que celui-ci se termine en 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, même si traditionnellement les historiens préfèrent la date de 1453 avec la chute de Constantinople. Au regard de ces différents apports historiques, il nous semble alors raisonnable de dire que le Moyen-Âge commence à la fin du Ve siècle et se termine dans la seconde moitié du XVe siècle pour laisser place à la Renaissance. 6.2 L'organisation féodale. Durant le IXe siècle, l'Europe fait face aux guerres et vit dans la peur de nouvelles grandes invasions. Partout s'élèvent de solides châteaux forts en mesure de résister aux éventuels assaillants. Une nouvelle organisation de la société apparaît alors, la féodalité. La société féodale est une pyramide. Le roi, seigneur suprême, est au sommet de celle-ci. Il est considéré comme le seigneur des seigneurs. Ensuite, au même niveau, viennent les nobles et les évêques. Tout en bas de la pyramide, on va retrouver les paysans. La société féodale s'appuie sur le pouvoir des seigneurs qui sont propriétaires des terres. Cette société est divisée en 3 ordres. Au pied de la pyramide, les paysans et les artisans qui travaillent et cherchent à survivre. Au-dessus d'eux, au même niveau, l'on trouve l'ordre du clergé qui possède le pouvoir spirituel et l'ordre de la noblesse qui commande, fait la guerre et protège les 2 autres ordres. En ce qui concerne l'ordre de la noblesse, comme en témoigne cette illustration, on peut voir une hiérarchie des pouvoirs. Le roi, seigneur suprême, est au sommet de cette hiérarchie. En dessous de lui se trouvent les grands seigneurs, à l'image des ducs et des comtes. Plus bas se situent les petits seigneurs, à l'image des vicomtes et des barons. Et au bas de cette hiérarchie se trouvent les simples chevaliers et les écuyers qui n'ont pas de vassaux. Les flèches, présentes sur ce graphique, représente les liens unissant le seigneur à son vassal. Chaque serviteur, c'est-à-dire chaque vassal, va rendre hommage à son seigneur. Cet hommage va lui être rendu durant une cérémonie officielle dans laquelle le vassal va être à genoux et va mettre ses mains jointes dans celles du seigneur. Il jure sur l'évangile de lui être fidèle. Ensuite, le seigneur le relève et l'embrasse. Désormais, le vassal doit conseiller, aider financièrement et militairement le seigneur auquel il vient de prêter serment de fidélité. En échange, le seigneur concédera un fief, c'est-à-dire des terres, et protégera son vassal. Le féodalisme entre le IXe et le XIIIe siècle est un système de servage qui repose sur l'exploitation des paysans et des personnes non libres. Les petits royaumes sont l'apanage des seigneurs qui fondent des alliances pour se protéger. Le Moyen-Âge connaît à cette période de fortes instabilités liées aux guerres.
les historiens parlent d'anarchie féodale. Celle-ci va nécessiter la construction de solides défenses, les châteaux forts. Le château était le centre d'un ensemble vivant pratiquement en circuit fermé. Il comprend les habitations du seigneur, des soldats, des paysans libres, des artisans, des serfs, ainsi que tout ce qui était nécessaire à leur vie. Les écuries, les entrepôts, les magasins, les fours, les ateliers. Dans des situations exceptionnelles telles qu'un siège, il pouvait se passer du monde extérieur. L'anarchie féodale est due aux transformations sociétales. Avec le féodalisme, l'organisation économique et l'organisation politique de la société se sont transformées, reposant sur la richesse foncière du seigneur et passant du droit du sol à des droits héréditaires, c'est-à-dire le droit de lignée, le droit de succession. Ainsi, le droit et les coutumes s'imposent au fief par le seigneur au nom de sa lignée, et il s'impose sur qui? Sur les paysans par des entraves diverses, c'est-à-dire des droits de poursuite, des taxes par exemple. L'organisation féodale se trouve entre la peur et l'incertitude, car le contexte médiéval subit une double menace. Une menace interne et une menace externe. La menace interne se compose dans un premier temps des luttes violentes et continuelles entre la noblesse et l'aristocratie. On appelle cela la guerre de 100 ans. Et dans un deuxième temps, cette menace interne se compose de nombreuses famines et épidémies qui vont toucher les fiefs. En ce qui concerne la menace externe, elle vient des invasions successives par le nord, les Saxons, par l'ouest avec les Vikings, par l'est avec les Hongrois et par le sud avec les Sarrasins. Tous ces peuples sont considérés comme païens et infidèles à cette époque. Afin de répondre à ces deux menaces, au Xe siècle est créée une corporation de guerriers d'élite devenue auxiliaire du pouvoir. C'est la naissance de la chevalerie. La chevalerie est une caste féodale détenant le monopole de la violence armée. L'objectif est de maintenir les alliances politiques et de protéger les lignées, les fiefs et les domaines, ainsi que l'Église. La chevalerie est au service de la noblesse terrienne, va devenir un groupe social et même une institution qui reflète les usages traditionnels. La cérémonie de l'adoubement intronise l'écuyer en chevalier après avoir fait l'apprentissage du courage. Les vertus traditionnelles de la chevalerie sont la sagesse et la largesse, la loyauté, la vaillance, l'humilité, la bravoure, la force, la courtoisie, la foi et l'honneur. Via l'adoubement, les chevaliers se mettent au service, par l'intermédiaire d'un serment, d'un suzerain et de ses vassaux. Le chevalier va alors porter son écu, c'est-à-dire le bouclier, orné des armoiries de son suzerain, en vue de faire la guerre et de défendre le domaine de celui-ci. En échange, le chevalier va recevoir un équipement, son cheval, une épée et une armure. À cette époque, les chevaliers pratiquent la lutte, le pas d'armes, mais aussi la bague et la quintaine. La bague, c'est lors d'une charge équestre, le chevalier, avec sa lance, va chercher à enlever un anneau. En ce qui concerne la quintaine, c'est lors d'une course équestre, le chevalier va chercher, toujours avec sa lance, à frapper un mannequin. A. L'état de guerre. Au Moyen Âge, l'état de guerre est permanent. Il met en avant différents protagonistes. Premièrement, les chevaliers, qui sont des combattants professionnels d'élite, montés à cheval, nous venons de les présenter. Dans un deuxième temps, nous avons la piétaille, c'est-à-dire des troupes à pied qui sont composées de fantassins, les paysans, et d'archers, les bourgeois. B. Guerre et bataille. Pour l'historien Georges Duby, la guerre se distingue de la bataille, car elle est faite de rapines, d'engagements brefs, d'échanges de prisonniers, et il y a très peu de morts. On préfère lors des batailles capturer, car la capture est signe suffisant de déshonneur, et la fuite est souvent préférée. On parle alors de courage passif. Au contraire, la bataille, elle, va être exceptionnelle.
Il s'agit d'une procédure de paix comme remède à la guerre. La bataille est presque religieuse. On y a des combats ritualisés de champions. Les batailles peuvent rassembler plusieurs milliers d'hommes et la mort y est beaucoup plus fréquente. Que ce soit dans la guerre ou dans la bataille, il s'agit toujours de cibler le chef afin de le capturer et d'obtenir une rançon. Les guerres et les batailles reposent sur deux choses, l'élevage de bons chevaux et la métallurgie du fer. Du XIe siècle au XVe siècle, l'art de la guerre va connaître des évolutions techniques qui vont transformer la chevalerie. La piétaille, qui je le rappelle, sont les fantassins et les archers, mais les fantassins de cette piétaille vont s'insérer entre les chevaliers pour couper les tendons des chevaux, faire tomber les cavaliers à l'aide de pics et de crochets pour les égorger. Ces derniers, cette technique, cette innovation technique, va obliger les chevaliers à renforcer leur armure. Et on va petit à petit recouvrir entièrement le corps du chevalier pour limiter les points de faiblesse de l'armure. Le fait d'avoir une armure, tous les chevaliers vont être les mêmes, de la même couleur. Donc on va devoir développer des signes de reconnaissance, des cris de ralliement, l'utilisation de bannières par exemple. La conséquence de cette évolution technique est l'augmentation de l'assurance et de la prise de risque des chevaliers, ce qui va transformer la notion de courage. L'éthique de la chevalerie s'en trouve profondément modifiée puisque le courage devient un moteur d'action. Cependant, la multiplication des armes à feu sur le champ de bataille rend caduque l'utilisation des armes. Dès lors, c'est sur le terrain des tournois que la culture physique féodale se perpétue. Un affrontement réglé cette fois, séparé de la culture de la guerre et développant un autre domaine technologique. 6.3 La pratique physique sous le regard de l'Église. Le lien entre le sport et la guerre n'a jamais été plus étroit qu'au Moyen Âge. Pour l'historien Jean Jusserand, au Moyen Âge, la frontière entre guerre et jeu était si proche qu'il était difficile de classer ces activités dans une rubrique ou dans l'autre. Du Xe au XVIe siècle, une pratique française, les tournois, appelés au départ bouhours, va se propager en Europe. Les tournois sont à l'origine des jeux de guerre, parfois mortels, qui vont, au cours du Moyen Âge, se transformer en spectacles sous le regard de l'Église. A. Les tournois, simulacres violents. Au début du Moyen Âge, les tournois sont des simulacres violents de bataille et d'entraînement à la guerre. Pour le chevalier médiéval, la frontière entre tournoi et champ de bataille, entre simulation et guerre réelle, était mince et souvent transgressée. Car pour eux, les tournois sont un moyen de faire fortune en capturant un adversaire, seul ou à plusieurs, afin de l'échanger contre une rançon. Pour l'historien Francis Cripsday, les premiers tournois ont lieu en race campagne lors de fêtes ou de foires pour préserver l'économie rurale. Au cours de ces batailles qui mettent aux prises deux groupes armés avec leurs chefs et leurs soldats, on s'affronte à armes réelles avec épée et lance. Au signal donné par les trompettes ou par la cloche du tournoi, les troupes chargent dans un grand fracas de masse, d'armes et d'épées. Parfois, les tournoyeurs mettent tant d'ardeur à l'affrontement qu'ils en oublient la dimension sportive et des combattants y laissent leur vie. La violence dépasse fréquemment les limites fixées par les règles. Au début, les tournois n'étaient pas conçus comme des spectacles. Il n'y avait donc aucun espace réservé aux spectateurs et aucune division stricte des rôles sociaux que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les sports modernes. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, on ne faisait pas la différence entre spectateurs et concurrents. Aucune division de ces rôles sociaux. Les chevaliers, de ce fait, qui venaient simplement pour regarder, décidaient parfois, sous l'impulsion du moment, de se joindre au plaisir. En réalisant qu'il était impossible d'interdire les tournois, Richard Ier d'Angleterre, en 1194, les a autorisés sur 5 sites et a publié
des règlements pour minimiser le chaos. Mais c'est qu'en 1292 qu'Édouard Ier va publier un règlement officiel appelé la Statuta Armorum qui stipule que ceux qui assistent au tournoi doivent être sans armure et ne porter ni épée, ni poignard, ni bâton, ni masse, ni pierre. Ils doivent être les poches vides en quelque sorte. B. Le regard de l'Église. Au XIIe siècle, les tournois connaissent de nombreuses transformations. Celles-ci sont liées aux interdits successifs émis par le pape, puis par la royauté, parce que celle-ci n'est pas épargnée par la mort dans les tournois, comme celle du roi de France Henri II, mais également parce que la royauté se veut fidèle à l'Église. L'Église, pour essayer d'interdire les tournois, va christianiser l'adoubement et va tenter de contrôler la chevalerie. Premièrement, en utilisant les principes religieux de la conquête du Graal, c'est-à-dire la poursuite d'un but abstrait et salutaire du chevalier errant. Deuxièmement, elle va mettre en place la notion de trêve ou de paix de Dieu, c'est-à-dire elle va interdire les combats pendant les fêtes liturgiques. Pour l'Église, les tournois sont des plaisirs inutiles d'exacerbation de la violence, d'étalage de richesse, de vanité et de débauche. Pour détourner les chevaliers des tournois vers les croisades, l'Église refuse l'inhumation en terre chrétienne aux tournoyeurs. En s'engageant dans les croisades pour défendre la foi en terre sainte, les chevaliers deviennent membres de l'ordre des Templiers. Ils doivent alors protéger les pèlerins et les pauvres, mais également contribuer au réseau de monastères et faire des dons fonciers à l'Église. C'est les tournois spectacles. Au cours du Moyen Âge, sous cette double pression, celle de l'Église et de la royauté, des réglementations vont être mises en place. Les tournois vont se transformer et vont passer de tournois belliqueux en une forme de pièce de théâtre dans laquelle étaient jouées des représentations dramatiques. Le choc sauvage et libre des groupes laisse place à deux pratiques, la lance à cheval et l'épée au corps à corps. Ces événements ont généralement lieu l'hiver lors de fêtes chevaleresques en l'honneur des dames ou lors de cérémonies, des mariages princiers et autres représentations. Ils sont l'occasion pour les chevaliers, qui sont alors organisés en maison, c'est-à-dire en équipe régionale, par exemple le duché de France et ses alliances ou les Français champenois. L'objectif va être de défendre les couleurs de son roi ou de sa lignée, mais également de s'exercer avant les guerres d'été. Les épreuves du tournoi débutent par les joutes entre deux chevaliers montés, séparés par une barrière en bois, et se poursuivent par les duels en corps à corps. Au fil du temps, pour montrer le prestige de leur maison, les chevaliers ne tournoient plus pour s'enrichir, mais pour montrer leur adresse et leur rang avec tout le panache nécessaire. On assiste alors à de véritables mises en scène. Les chevaliers vont s'équiper d'attelages de couleurs vives et d'armures dignes des plus belles œuvres d'art de cette époque. À ce titre, les armures sont de plus en plus lourdes, et le poids va obliger les chevaliers à se faire hisser par des poulies sur leur destrier. Ainsi, la lance de 4,30 m de long n'est plus facile à contrôler, et on va avoir recours à des supports fixés au cou du cheval. Cela rend les attaques imprécises. Sur 10 charges, seules 3 touchent l'un des deux protagonistes. Avec la ritualisation de l'affrontement, va se développer une codification de la pratique, qui donne lieu à un comptage des points et à une table des scores comparable à celle des sports modernes. À cette époque, il est rare qu'un champion de tournoi ait une reconnaissance nationale ou internationale. Cependant, au XIIe siècle, Guillaume le Maréchal va être considéré comme le meilleur chevalier du monde. 6.4 Les cultures physiques du Moyen Âge à la Renaissance. Le Moyen Âge a mis en place un système trifonctionnaliste qui va perdurer à la Renaissance. Le spirituel, c'est-à-dire le clergé, va prévaloir sur la politique, c'est-à-dire la noblesse, et sur l'économie, c'est-à-dire le tiers-état. Cette société coutumière et catholique marque le passage de la suzeraineté à la souveraineté avec des droits adaptés à la nouvelle monarchie absolue de droit divin.
Les châteaux forts vont petit à petit se transformer en châteaux-palais et la pratique d'exercice physique n'est plus l'apanage des seigneurs et laisse place à de nombreuses pratiques en fonction du rang social des individus. A. Les tournois. Avec la modification des techniques de guerre et l'arrivée progressive des armes à feu, les tournois ne servent plus de lieu de démonstration des prouesses militaires, mais deviennent un lieu de déclaration et de propagande politique. Pour l'historien britannique Alan Young, les tournois sont un microcosme du royaume, dans lequel le statut social déterminait la participation active ou passive. Lors du tournoi de Sheffield en 1467, pour lequel un jour férié avait été proclamé, il y avait une tribune spéciale pour le maire de Londres et divers dignitaires. Les sièges des chevaliers, des écuyers et des autres membres de la noblesse s'élevaient sur 3 niveaux. Les routuriers, qui n'ont pas pu se tasser dans l'enceinte, à l'image des fosses des concerts d'aujourd'hui, ont grimpé aux arbres pour avoir un aperçu du merveilleux spectacle. Lorsqu'un tournoi se tenait sur une place urbaine, sans arbres, ce qui était souvent le cas au XVe siècle jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle, les citadins se pressaient devant les fenêtres donnant sur le site. Les plus aventureux d'entre eux grimpaient sur les toits des bâtiments adjacents. Les gradins, les fenêtres et les toits ont été soigneusement délimités dans une estampe datée de 1570 que vous pouvez voir, qui commémore le tournoi de 1559 au cours duquel Henri II, le roi de France, a été mortellement blessé. Le jeu d'épée ou les combats au corps à corps qui avaient lieu dans les tournois ont évolué de la même manière que la joute montée. Ils sont passés de la démonstration de force brute à la démonstration de l'agilité et de la finesse. La différence entre la barre verticale de l'épée lourde à 2 mains et la poussée horizontale, rapide, de la rapière légère, a marqué une transformation dans la culture aristocratique. Inévitablement, les traditionalistes ont déploré la perte de voix rude et virile qu'offrait la barre verticale, l'épée lourde. Cependant, l'escrime va petit à petit se rationaliser avec des règles pour régir chaque mouvement et augmenter son attrait esthétique. Les jeunes nobles d'Angleterre et d'Europe du Nord se sont précipités pour prendre des leçons de maîtres qui avaient appris leur art de l'escrime en Italie et en France. Dans les cours royales de tout le continent, la bonne exécution de la révérence semblait aussi importante que la bonne façon d'exécuter une poussée. B. Chasse et colportage. Ces sports de terrain étaient des passions aristocratiques. Le droit d'y prendre part était déterminé par le statut social. Dans toute l'Europe, les dirigeants ont mis de côté de vastes étendues de terres boisées comme réserve de chasse. Des lois restrictives sur le jeu empêchaient les paysans affamés de traquer les bois pour se nourrir, mais permettaient aux seigneurs et aux dames aristocratiques de monter à cheval et de galoper après les cerfs, piétinant les champs de céréales dans leur plaisir insouciant. La passion pour ces sports de terrain s'est intensifiée à la Renaissance. La poursuite était un motif principal pour la construction de châteaux royaux, à l'image de Fontainebleau ou encore des châteaux de la Loire. Il était inévitable et impensable que les murs de Chenonceau, Chambord ou d'autres palais ne soient pas décorés de tapisseries et de peintures représentant François Ier, Henri II et leurs successeurs en tant que rois chasseurs. Partout en Europe, la chasse royale était clairement un acte politique autant qu'un sport. C'était une démonstration mortelle de privilèges et de pouvoir. C'est tir à l'arc. Tandis que les seigneurs et les dames médiévales trouvaient de l'amusement dans les tournois et la chasse, les membres de la bourgeoisie naissante se délectaient de concours de tir à l'arc. Des guildes de tir à l'arc se sont formées dès le début du XIVe siècle. Bien qu'une guilde d'archers au Moyen-Âge soit bien vue pour une défense urbaine, la raison d'être d'une guilde était récréative. Les archers, aristocrates, se disputent parfois entre eux des concours socialement exclusifs,
à l'image de celui de Prague en 1585, dont les participants et les spectateurs devaient appartenir à la noblesse. Au fil du temps, les rencontres de tir à l'arc ont évolué vers de grands festivals urbains, combinant un certain nombre de sports différents, avec des spectacles, des banquets, des danses, l'ivresse, la bouffonnerie et les plaisirs délirants du sexe illicite. Les plus grandes rencontres auxquelles étaient conviés des archers ont souvent eu lieu lors d'importantes fêtes religieuses. Ces rencontres étaient planifiées des mois à l'avance et des lettres d'invitation étaient extrêmement détaillées. La lettre type annonçait la date de la compétition, le nombre de matchs, les dimensions de la cible, la distance entre la ligne des archers et la cible, et les nombreux prix prestigieux qui y seraient attribués. L'unité de mesure médiévale n'étant pas standardisée, il était d'usage que la lettre d'invitation indique la taille de la cible avec un cercle et la longueur du pied local, avec une ligne imprimée sur la marge de la lettre ou avec un morceau de corde. La cible était simplement des disques en papier attachés à un poteau par un clou au centre. Les observateurs, c'est-à-dire les juges de l'époque, agitaient des drapeaux pour signaler si le tir était réussi ou si c'était un échec. Le nombre de coups réussis déterminait qui se qualifiait pour un deuxième tour. En cas d'égalité, la flèche la plus proche du clou central remportait le prix ou se qualifiait. À l'issue de la rencontre, les chroniqueurs de l'époque nommaient les gagnants et énuméraient soigneusement les prix qu'ils remportaient. D. Le tennis. À la fin du Moyen Âge, le jeu de paume apparaît. Il est dans un premier temps pratiqué par la royauté et interdit aux domestiques et aux ouvriers. Cette pratique se distingue en deux formes, la longue paume et la courte paume, qui vont devenir des pratiques d'éducation de l'étau de la noblesse. La longue paume, sans de réelle construction spécifique pour y jouer, utilise un gant en cuir ou un battoir et une balle. Au cours du XVe siècle, la réglementation va s'accentuer avec un comptage des points par quinzaine et va se déplacer dans le milieu urbain. Durant ce XVe siècle, elle va connaître des mutations et devenir la courte paume avec des installations en dur, codifiées et données à des gérants privés, la bourgeoisie. Les salles de jeu de courte paume apparaissent alors sur le territoire. Dès lors, le jeu de la courte paume s'organise en corporation de fabricants de balles et de raquettes reconnus par la noblesse, accentuant sa commercialisation et son extension, même si celle-ci, dans un premier temps, reste cantonnée au royaume d'Île-de-France. L'affinement des règles et l'utilisation de la raquette vont transformer le modèle corporel. On va passer de la force à l'élégance gestuelle, à l'adresse. On va chercher à reproduire les hiérarchies subtiles de la noblesse. On voit également apparaître à cette époque-là les paris sportifs. Cette noblesse évolue vers ce que Norbert Elias appelle la société de cour. Elle va délaisser le jeu de paume au profit des jeux de hasard, au détriment des exercices physiques qui sont considérés comme trop violents. Cette logique de distinction sociale de la noblesse conduit la bourgeoisie à reconvertir ces salles de jeux de paume en tripotes, c'est-à-dire des lieux de plaisir de bourgeoisie, des cabarets, des salles de billard ou des jeux de hasard, bien que cela soit interdit et doivent rester des salles de jeux de paume. La régression du jeu de paume se déroule au cours du XVIIIe siècle et son adaptation anglaise, le sport moderne, le lawn tennis, qui se fait sur une pelouse à l'extérieur, apparaît petit à petit au fil du XIXe siècle, en reprenant le comptage de points et les termes « tenez » qui étaient dits au service et transformés selon la légende par l'adaptation vernaculaire en tennis. Le football.
Les historiens ont traditionnellement mis l'accent sur les actes des hauts et des puissants plutôt que sur ceux des personnes banales et pauvres. C'est pour cette raison que nous en savons peu sur les passe-temps de la paysannerie médiévale. Le sport dont nous sommes le mieux informés est le football folklorique, connu en France sous le nom de soule. Les règles étaient plutôt simples. En frappant, lançant et portant le ballon, les villageois traversaient des champs, des haies, des ruisseaux ou encore des rues étroites jusqu'à qu'ils puissent propulser le ballon dans le portail de l'église paroissiale du village opposé. Tout le monde était impliqué, hommes, femmes, jeunes, vieux, clergés et laïcs. Aucun effort cependant n'a été fait pour égaliser le nombre de joueurs de chaque côté et la séparation ou la répartition de rôles caractéristiques des sports modernes était totalement absente. Pour Éric Dunning, le jeu de soule était une bagarre sauvage qui engendre une excitation semblable à celle suscitée au combat. La soule était donc une pratique très violente dans laquelle les participants se livraient un véritable combat pour la possession du ballon, comme des chiens qui se battent pour un os. Épouvantés par un tel trouble, de nombreux rois, Édouard II, Édouard III, Richard II, Henri IV et également Henri V, ont essayé d'interdire le football folklorique. Entre 1314 et 1414, le jeu a été interdit 9 fois. Ces interdictions, ainsi que les suivantes, ont été largement ignorées. Au fil du temps, le football est devenu plus dompté et légèrement plus civilisé. À partir du XIIe siècle, on voit apparaître des jeunes dans les campagnes qui investissent les champs environnants pour jouer au ballon, et les aînés à côté se contentent d'observer et de se livrer à la nostalgie. Le processus civilisateur était plus évident par contre à la Renaissance, où de jeunes aristocrates italiens ont transformé le sport brutal qui était la soule en un jeu appelé le caldo, très formalisé. Le caldo, au XVIe siècle, était en fait un concours très réglementé joué par des équipes disciplinées de 27 hommes sur un terrain rectangulaire exactement 2 fois plus long qu'il était large. Le ballon pouvait être botté et frappé, mais pas lancé. Chaque joueur portait de beaux vêtements bien ajustés. Malgré ce processus civilisateur, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le football folklorique a apporté des troubles, des combats, des effusions de sang, des membres cassés et des morts occasionnelles. 6.5 Prémices du sport moderne. Peu à peu, du Moyen Âge à la Renaissance, le processus d'euphémisation de la violence du corps social et politique est à l'œuvre. Distinction entre divertissement des grands et populaires, pratique respectable, le jeu de paume, ou intolérable, la soule, jeu de tactique et de hasard, esprit au détriment du corps, jeu traditionnel où le corps meurt progressivement, jeu de cartes, palets, de quilles. Paradoxalement, alors que l'on réduit les pratiques physiques populaires, on théorise les bienfaits de la mise en jeu du corps, mais à destination des élites dominantes. N'est-ce pas là, en partie, les prémices de l'apparition des sports modernes du XIXe siècle?